les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! France en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mimes Fight! Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Et nous avons une première ce mois-ci à l'émission, c'est-à-dire qu'on peut vivre une Coupe du monde de soccer avec vous. Mais oui, on a vu le jour en 2019, donc on n'a pas eu encore la chance d'être présent durant l'un des plus grands événements sportifs de la Terre. Et grâce au mondial au Qatar, on peut officiellement dire qu'on a fait le tour du calendrier sportif avec notre balado Achievement débloqué comme dirait l'autre. Voilà donc pourquoi on va commencer l'épisode avec une chronique sur le hockey. Il faut quand même respecter les normes des médias sportifs québécois tout de même. Et j'ai une petite mise en situation pour vous. Vous me direz si jamais ça vous est déjà arrivé. C'est samedi soir, vous êtes avec une gang d'amis, la partie de hockey s'apprête à commencer. On voit la fameuse shot aérienne des joueurs qui s'approchent avec l'arbitre pour la première mise au jeu de la partie, et c'est David Desharnais qui la gagne. Et là, il y a un fin finot qui s'exclame « Ha! Le Canadien a gagné la première mise au jeu, ils vont gagner le match! » Pour ensuite oublier cette prémisse et simplement espérer que l'équipe marque 5 buts pour avoir les ailes gratis. C'est un scénario commun pour vous, n'est-ce pas? Ben, Match Nul a pris le temps pour vous de résoudre cette grande énigme du hockey. C'est-à-dire, est-ce que remporter la première mise au jeu du match mène à une victoire? Pour répondre à cette question, nous avons fait une recherche exhaustive et on a vérifié chaque première mise au jeu des 1312 matchs de la saison 2021-2022 de la Ligue nationale où on sort 4 possibilités de dénouement à chaque match dans le fond. Soit l'équipe gagne la mise au jeu et le match, soit elle gagne la mise au jeu et perd le match, soit elle perd la mise au jeu et gagne le match, ou elle perd la mise au jeu puis perd le match. Donc, pour que le dicton soit vrai, les possibilités de gagner la mise au jeu et le match et de perdre la mise au jeu et le match doivent arriver. Parce que, tu sais, si une équipe gagne la mise au jeu puis gagne le match, ben, l'autre, forcément, elle a perdu la mise au jeu puis elle perd le match. En tout cas, vous comprenez un peu, c'est comme ça que ça marche les mathématiques. Et après des mois de compilation et de recommencer à zéro à cause d'erreurs de calcul niaiseuses, on a enfin les résultats. Ça fait quand même 1 an que je travaille là-dessus, là. Il était temps qu'on sorte cette chronique-là. Donc, 674 des 1312 matchs où la première mise au jeu a été gagnée a mené à une victoire, soit un beau 51,4%, un pourcentage digne d'un référendum. C'est presque une chance sur 2. Comme le principe d'une mise au jeu ou d'une joute sportive, puisque quelqu'un va forcément finir par gagner. En tout cas. À première vue, vous allez peut-être me dire qu'on a perdu notre temps à calculer tout ça, et vous avez peut-être raison. N'empêche qu'on a pu observer certaines tendances pour plusieurs équipes. Par exemple, les grands champions de la règle sont le Kraken de Seattle, où la règle a été respectée à 61% de leur partie. C'est-à-dire qu'ils ont gagné leur face-off et gagné le match, ou ils ont perdu leur match et en même temps de perdre leur face-off. C'est surtout ça qui est arrivé parce qu'ils n'ont pas été bons l'an passé. Dans le top, on retrouve les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, les Oilers d'Edmonton, les Kings de Los Angeles, le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto, qui ont tous eu au-dessus de 58% de leur première mise au jeu gagnée, convertie en victoire. Le lien qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'ils ont soit une bonne ligne de centre ou soit une ligne de centre pas très bonne. Pour les équipes qui la règle s'applique le moins, on a les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh, les Sharks de San Jose et les Canucks de Vancouver qui figurent à 45,1%. Ça, en gros, c'est les équipes, c'est le contraire. Eux, ils perdent la mise au jeu, mais ils gagnent le match. Et vice-versa. L'équipe qui a le plus remporté de mise au jeu avec une victoire sont les Maple Leafs de Toronto, où c'est arrivé 36 fois. C'est presque la moitié des matchs quand même. C'est aussi eux qui ont gagné le plus la première mise au jeu du match avec 52 de leurs 82 matchs. Donc, ils gagnent leur mise au jeu quand même, les Maple Leafs. Et ceux qui ont le plus perdu la première mise au jeu et le match, en plus, c'est les Devils du New Jersey avec 36 en tout de leurs 54 défaites. Mais maintenant, la vraie question que vous vous posez, comment que les Canadiens performent dans les mises au jeu? Ben, ils ont souvent gagné la première. Le problème, c'est qu'ils perdent le match après. Donc, c'est arrivé 33 fois dans la saison qu'ils ont gagné la première mise au jeu, mais ils ont perdu le match. Au final, la règle
la fameuse règle s'applique seulement à 48,8% de leurs matchs. Voilà, c'est prouvé scientifiquement. Une équipe qui gagne la première mise au jeu va remporter le match 51% du temps. Mais je vous entends vous exclamer sur votre toilette en essayant de trouver le petit pli de rebord pour partir un nouveau papier de toilette neuf. Nous, on veut vraiment savoir quand ça compte vraiment en série. Et le résultat va vous surprendre, hein? La règle s'applique seulement à 43,8%. On peut donc conclure que les premières mises au jeu ne scellent pas vraiment l'issue du match, sauf une fois rendu en série, hein? C'est là que ça devient plus important. Un autre mystère résolu, hein? Ça fait que c'est ça, hein? C'est la chronique la plus courte que j'ai jamais faite, même si ça m'a pris plus de 100 heures de recherche. Ça, c'est du temps bien investi, hein, pour vous amener la vérité, cher nul. On en profite donc pour faire une petite pause et au retour, d'autres sports. Bet69.net, la révolution des paris sportifs. Les cotes les plus compétitives sur le marché. Donnez beaucoup pour recevoir beaucoup. Soit tu gagnes fort, soit tu te fais crosser fort. Notre application se lie directement à votre compte en banque pour faciliter les retraits d'argent, les demandes de crédit et les hypothèques sur votre maison pour tous vos paris. Pile ou face des débuts de match de la NFL, nombre de pierres inscrivant des points au championnat scandinave de curling, match d'hockey Pee-Wee de la région d'Outaouais, qu'importe la situation sportive, Bet69 a une cote pour vous. Bet69.net, faites-vous plaisir en nous enrichissant. Bonaqua, yeah! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Yeah, tu me donnes envie de boire de l'eau, yeah! L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut, La voilà, notre fameuse chronique sur le soccer, c'est la Coupe du Monde. Maintenant qu'on est un pays rendu bon au soccer, ça sera un peu de temps qu'on comprenne l'histoire derrière cette grande compétition qui englobe plus de 3,5 milliards de téléspectateurs pour une finale. Hey, c'est du bon pareil ça. Hein? Comme on est néophyte du soccer, nous autres ici au Québec, hein, Match Nul a décidé de vous éduquer sur le sport le plus populaire du monde entier avec une série de chroniques. Hein. Dites-vous que c'est comme du hockey dans le fond le soccer. Hein, pour ceux qui savent vraiment pas c'est quoi. Mais c'est sur du gazon, puis on remplace les bâtons par des jambes. Tiens, on a même un nouveau indicatif sonore pour le soccer maintenant. Allez vous faire foutre, j'ai un match de foot. Non, mais quel thème, hein? Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur la Coupe du Monde, hein? Surtout ses origines. Ça vient d'où cette idée-là de faire un gros tournoi entre les pays? Comment ça, c'est si big en Amérique du Sud? Pourquoi tous les pays plus ou moins legit corrompent la FIFA pour avoir la Coupe du Monde? Tu sais, les vraies questions. Sans plus attendre, tirez-vous une bûche, voici le retour de la chronique, car on va embarquer dans notre machine à voyager dans le temps pour découvrir comment le mondial est devenu ce qu'il est. On s'en retourne dans le temps pour voir si on nous ment. Qu'est-ce qui se passait avant? Qu'on appelle ça temps. On pèse sur la pédale, fouillant dans les annales, revoir des gros scandales, point de vue impartial. Les arbitres s'arnaquent, la crosse pas les mini-max, mis avec tout pack. On dévifie ça, barnac. Arrête de faire l'autruche, et fais pas ta nunuche. Avec nous tu seras pas de cruche, fait que tire-toi une bûche. Nous voilà encore une fois au 19e siècle en Angleterre. Ouais, je sais, c'est redondant que tous les tire-toi une bûche commencent là-bas, mais que voulez-vous, c'est ça qui arrive quand un pays contrôle presque tout le monde entier à l'époque. C'est en 1872, sur ces terres britanniques, qu'a lieu le premier match international entre deux pays, soit l'Angleterre et l'Écosse. Bon, pour le côté international, on repassera, et aussi pour le spectacle, hein, car le match est soldé par l'excitante marque de 0-0, un beau match nul. Ouh. Mais la graine des compétitions de foot internationales a été semée. On s'énerve pas trop quand même, hein, ça reste du sport du début du 20e siècle, là, hein, c'est-à-dire des troubadours de type masculin qui sont dans l'équipe quand ils trouvent du temps libre de leur travail dans les mines. Bref, des simples amateurs. Les matchs entre les pays commencent à augmenter et il devient nécessaire d'avoir un genre d'organisme qui gère le tout, ouvert à des deals en dessous de la table. De plus, on veut s'inspirer du succès des nouveaux Jeux olympiques qui fait fort dans les compétitions internationales en ce début de siècle. C'est ainsi que le 21 mai 1904 à Paris voit le jour la Fédération internationale de football association, la FIFA pour les intimes. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils entendent le terme football association, ça veut dire que c'est du soccer comme on le connaît aujourd'hui. Et les premiers membres fondateurs seront les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Danemark, la Suisse, l'Espagne et la France. L'idée, c'est de donner un autre moyen de s'affronter entre nations qu'au lieu de se bombarder dessus parce que notre Dieu fait une meilleure sauce à spag que l'autre. La place est mise pour des premiers tournois internationaux de soccer. En fait,
Il y en a déjà un en tant que tel, tournoi internationaux. C'est aux Jeux olympiques. Où d'ailleurs, le Canada y a gagné l'or aux Jeux de 1904 à Saint-Louis contre les 2 seules autres équipes des États-Unis participant au tournoi de foot. Ouais, c'était plus lax dans le temps, le sport, hein, vous vous rappelez, là, on commence à être habitué. Hein. Et c'est ce tournoi qui va devenir l'événement le plus populaire des Jeux olympiques au courant des prochaines années. Toutefois, des tensions commencent à se profiler entre la FIFA et le Comité international olympique, le CIO. Celui-ci tient mordicus à ce que les athlètes participant à ces compétitions restent amateurs, tandis que la FIFA, elle est pour l'inclusion des professionnels. Et l'inévitable arrive, la FIFA décide de créer sa propre compétition de football plus cool que l'autre. En beau joie le vert, le CIO annule le tournoi de football pour les Jeux olympiques de Los Angeles de 1932. La FIFA a 3 plans pour son nouveau championnat. Une coupe entre les équipes d'Europe qui a lieu aux 2 ans, 2 coupes du monde, une amateur et une pour les pros, ainsi qu'une autre coupe du monde aux 4 ans ayant lieu dans un seul pays. Je vous laisse deviner quelle option la FIFA a choisie. Voilà donc en 1930 qu'aura lieu la première édition de la Coupe du monde et ça se passera en Uruguay. Hein? L'Uruguay? Un peu étrange que la plus grande compétition de football au monde débuterait dans un petit pays d'Amérique du Sud au lieu d'un grand pays moderne d'Europe. Mais la Fédération de football de l'Uruguay a de bons arguments. Le pays a participé à la création de la CONMEBOL, ça c'est la CONCACAF de l'Amérique du Sud, là, et de la Copa América. Il a aussi gagné les 2 dernières éditions du tournoi des Jeux olympiques, donc l'équipe est pas pire. De plus, l'année 1930 marque le centenaire du pays, comme quoi ça serait parfait comme grande célébration puisque recevoir la Coupe du monde serait un honneur pour les pays sud-américains. Avec le gouvernement aussi qui promet d'injecter de l'argent dans les frais de transport des pays éloignés de l'Uruguay, puis un beau gros stade, la FIFA n'a pas ben le choix d'aller là-bas pour sa première Coupe du monde. Ah, l'argent a des bonnes phéromones, hein? Donc, l'Uruguay dépense comme des fous dans l'optique que l'événement soit un franc succès, mais le crash boursier en 1929 vient un peu péter le fun. Hein? Les clubs nationaux d'Europe ne veulent plus vraiment faire le voyage, même si les frais de transport sont payés sur le bras par le gouvernement de l'Uruguay. Au final, c'est 13 pays qui seront au tournoi. Les États-Unis, le Mexique, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay, le Pérou, la Belgique, la France, la Roumanie, ainsi que la Yougoslavie. Oh mon Dieu, j'ai manqué ça. Yougoslavie. Bon, ok, parfait, on l'a eu. L'Uruguay voit cet événement comme un grand moment pour unir sa nation, puisque sa population, ayant été multipliée par 21 dans le dernier siècle grâce à l'immigration, possède des souvenirs communs des victoires de leur club national dans les grandes compétitions pré-mondiales, ce qui a permis de forger l'identité du peuple uruguayen. Ah ben voilà pourquoi ça va mal du côté identitaire au Québec depuis un bout. Le Canadien est pourri depuis 20 ans, hein? On peut pas s'identifier à lui. Ben là, ça, c'est un autre dossier. Le gouvernement veut tellement que ce soit un succès qu'il proclame des jours fériés, les jours où l'Uruguay joue ses matchs, et plafonne aussi le prix des billets pour que toutes les sphères de la société aient accès aux matchs. Non, mais est-tu gentil ce gouvernement-là, hein? Lui, il serait pas du genre à nous imposer des sanctions sanitaires qui brident nos libertés comme d'autres le feraient. La finale de cette première Coupe du monde opposera 2 pays voisins, l'Argentine contre l'Uruguay, où chaque équipe veut jouer le match avec son propre ballon. L'arbitre finit par trancher. Celui de l'Argentine sera utilisé en première demi et celui de l'Uruguay en deuxième demi. Et c'est le pays hôte qui gagne! Ouais! L'Uruguay, premier champion du mondial. D'ailleurs, la Fédération de football de l'Argentine était tellement en tabarnak de la défaite qu'elle ne va plus parler à l'Uruguay pendant 5 ans. Période où aucune Copa América ne sera organisée à cause de cela. Il faut le faire pareil. Fort de cette grande réussite, la FIFA est prête à trouver un nouveau pays hôte, se dirigeant vers l'Europe cette fois-ci. Un tel succès national et international pour l'Uruguay donne l'idée à un certain dictateur d'accueillir cette nouvelle compétition. Non, c'est pas Hitler. Il n'y a pas juste lui dans la vie, hein? Il n'y a pas le monopole de la dictature quand même. On parle ici de son comparse italien Benito Mussolini. Comme l'Allemagne avec les Jeux olympiques en 1936, Mussolini souhaite utiliser cet événement sportif d'envergure pour montrer à quel point son Italie est puissante. L'Italie est choisie comme pays hôte car elle avait prévu un budget conséquent de 3,5 millions de dollars, soit à peu près l'équivalent d'un Joël Armia. Et l'Italie sort grand vainqueur de la compétition en s'assurant de faire au passage plusieurs saluts fascistes vers la loge de Mussolini. Le pays deviendra une puissance mondiale dans le monde du football
gagnant la médaille d'or aux prochains Jeux olympiques et la Coupe du monde de 1938 en France où, juste avant la finale, Mussolini avait laissé un message encourageant pour ses joueurs. L'Italie doit frapper fort et faire tomber l'adversaire. Bonne chance demain. Gagnez ou vous êtes mort. Ouais, pas bien le choix de performer dans ces conditions. Donc la FIFA est prête à continuer sur son élan pour sa prochaine Coupe du monde, mais arrive la Seconde Guerre mondiale et comme faire des événements sportifs internationaux c'est un peu moins in, on annule les Coupes du monde de 1942 et de 1946. D'ailleurs, on a peur que le fameux trophée en or massif, le Jules Rimet, ouais, ça s'appelle même ça, c'est un peu weird, soit volé par crimes de guerre. Oh, mon Dieu. Donc, le vice-président de la FIFA a subtilement pris le trophée de la voûte d'une banque à Rome et l'a caché dans une boîte à chaussures sous son lit durant toute la guerre. En tout cas, il faut le faire pareil. Vous connaissez la fin de l'histoire, hein? L'Allemagne perd, les bombes atomiques, montée des Soviétiques, et nous voilà relancés dans notre cycle de Coupe du monde. 1950 au Brésil, 1954 en Suisse, où l'Allemagne va vivre son Miracle on Ice sur gazon en gagnant son premier titre qui va leur permettre de se réaffirmer sur la scène internationale. Ramener la fierté allemande sans nazisme, c'est une belle histoire de rédemption pour son peuple et l'Occident. En plus, c'est contre la Hongrie qui était invaincue depuis plus de 4 ans. Ouais, les Hongrois ont déjà été bons à quelque chose d'autre que des tours de magie. Si vous comprenez pas la blague, c'est parce que le fameux magicien Houdini est d'origine hongroise. Là. Mais bon, je pense que c'est un petit peu obscur comme référence. Mais j'aurais pu parler du cinéma hongrois qui est pas mal étrange. Mais là encore moins, je pense qu'il y a moins de monde qui aurait compris. En tout cas, 1958, la Coupe du monde s'en va en Suède, 1962 au Chili et 1966 en Angleterre, où le trophée va disparaître pendant 3 mois avant la compétition. Et non, il n'était pas caché sous le lit dans une boîte à souliers. Le trophée aurait été dérobé alors que les gardes prenaient le thé. Mais inquiétez-vous pas, hein, un chien l'a retrouvé sous un auto entouré de papiers journaux une semaine plus tard. Donc tout est bien qui finit bien. Et c'est le moment idéal pour vous parler un peu de la Corée du Nord. Les joueurs de l'équipe ont passé 2 ans dans un camp militaire pour se pratiquer et parfaire leur tactique pour la qualification de la Coupe du monde de 1966. Et c'est-à-dire gagner la seule place disponible pour tous les pays d'Asie, d'Océanie et d'Afrique réunis. Toutefois, les équipes africaines crient à l'injustice due au manque de places disponibles pour l'Afrique et boycottent les qualifications, à l'exception de l'Afrique du Sud qui, elle, veut y participer, mais y est exclue car elle est raciste. Reste donc 3 équipes, la Corée du Nord, celle du Sud et l'Australie. Mais la Corée du Sud se retire aussi pour protester contre la présence de la Corée du Nord, hein? Des belles chicanes de voisins. Donc, ça va se régler en 1 contre 1 versus l'Australie, mais les 2 pays sont en conflit diplomatique. C'est dur d'avoir des visas pour les joueurs parce que c'est ça, ils s'entendent pas diplomatiquement. Donc, on va régler ça au Cambodge et la Corée du Nord va réussir à se qualifier. Quel parcours! Elle va à sa première Coupe du monde. Sauf que, petit hic encore, hein, l'Angleterre ne reconnaît pas non plus le gouvernement nord-coréen et les organisateurs veulent interdire leur drapeau et leur hymne. Mais là, la FIFA a dit « Hey, ben fort », ils ont accepté que l'équipe asiatique arrive au mondial. Résultat, défaite 3-0 contre l'Union soviétique, 1-1 contre le Chili et victoire de 1-0 contre l'Italie. Surprise, la Corée du Nord les élimine et s'en va en quart de finale contre le Portugal où ils vont mener le match 3-0 après 25 minutes pour mieux le perdre de 5-3 pour ne plus jamais revenir à la Coupe du monde. Ah, on aime ça les belles histoires de la sorte. On continue notre épopée. 1966 au Mexique, 1974 en Allemagne de l'Ouest avec la qualification du ZAIR, l'éventuelle République démocratique-ish du Congo. Le pays est mené par le militaire Joseph Désiré Mobutu, un gentil mec qui détourne tout ce qu'il peut pour se faire plus de cash. Il est aussi du genre à se dire « Hey, je vais utiliser l'équipe de foot pour montrer à quel point on est le plus meilleur pays du monde et UT national et blablabla. » En tout cas, vous commencez à comprendre le pattern là. Arrivé en Allemagne de l'Ouest, les joueurs découvrent que chaque joueur reçoit une prime monétaire de la participation de la part de la FIFA. Ce que les joueurs du ZAIR ne savaient pas, puisque l'argent va directement dans les poches de Mobutu. Eh bien, donc, l'équipe du ZAIR ne se force pas vraiment et perd 2-0 contre l'Écosse, puis 9-0 contre la Yougoslavie, je l'ai eu cette fois-là, où il y a eu le premier changement de gardien de l'histoire de la Coupe, car le coach soupçonnait son gardien de faire une grève d'arrêt. Mobutu menace alors ses joueurs en disant que s'ils perdent encore par une varlope de 4 ou 5-0, tous les joueurs iront en prison. Après une discussion d'équipe, les joueurs ont conclu qu'il serait bien de ne pas aller en prison et de mieux jouer le dernier match du groupe contre le petit club d'Amérique du Sud, le Brésil. Bon, le Brésil gagne quand même 3-0, mais pas de prison au moins, seulement vivre dans l'oubli de la savane.
1978 en Argentine. Une autre Coupe du Monde en sol dictatorial où 10% du budget national est mis dans l'organisation de l'événement. Et ça fait de l'argent, ça. Évidemment, le dictateur Pinochet a la simple demande de gagner le mondial pour l'équipe d'Argentine. Elle sort aisément de son groupe et se qualifie pour le deuxième tour de groupe. Ouais, c'était un peu plus funky dans le temps, le tournoi. Donc, nouveau groupe avec le Brésil, la Pologne et le Pérou, où la meilleure équipe du groupe s'en va en finale. Le Brésil et l'Argentine gagnent leur premier match et font un match nul, entre eux. Ça se joue au dernier match. Le Brésil gagne 3-1 contre la Pologne. L'Argentine doit marquer 4 buts pour accéder à la finale, car oui, ces matchs-là n'étaient pas joués en même temps back in the days. Grosse tâche pour l'Argentine, car le Pérou sont pas pire. Mais en dictature, on peut bien se trouver un petit terrain d'entente, non? Hein? Voici que le deal qui a été conclu. Laissez l'Argentine gagner par beaucoup en échange de l'exécution de plusieurs opposants à la dictature péruvienne par la police argentine. C'est-à-dire de les droguer puis de les pitcher à la mer à bord d'un avion. Contre toute attente, l'Argentine remporte le match 6-0 pour se diriger en finale où le pays remportera sa première Coupe du Monde. Yeah, hein? Commencez à comprendre que ça date pas d'hier, les gouvernements qui s'impliquent dans le sport pour faire bien paraître leur pays. Hein? Regardez juste en 1982, en Espagne, lors du match France contre le Koweït. La France marque un but portant le pointage 4-1. On remet le ballon au milieu, mais les Koweïtiens protestent contre l'arbitre soviétique. Ils prétendent qu'ils ont entendu un sifflet dans les estrades et ils ont donc arrêté de jouer, la grosse excuse. Les joueurs entourent l'arbitre, dont vont chialer un homme dans les estrades, mais c'est pas n'importe quel homme, cet homme-là, dans les estrades. C'est le chic Fahad Al-Hamed Al-Jaber Al-Shaba, aussi surnommé Falalalala, et frère de l'émir du Koweït et président de la Fédération de football et du comité olympique koweïtien. Bref, un homme bien important. Il décide de descendre des estrades et il va parler directement à l'arbitre. Hein? Il est pas gêné, ce gars-là. Il retourne s'asseoir dans les estrades et l'arbitre reprend le ballon du milieu, le rapporte dans la zone de but du Koweït et annule tout simplement le but. La France est dans tous ses états. Hein? Pourquoi annuler un but légitime? Ça n'a pas de bon sens, sacre bleu. Bon, la France va quand même marquer un autre but plus tard puis gagner le match 4-1, mais l'incident illustre bien la notion. 1986 au Mexique, 1990 en Italie et 1994 pour la première fois aux États-Unis, un pays où le soccer arrive au 5e rang. Les grands pays de foot sont scandalisés. Donnez la Coupe du Monde à un pays qui ne trippe pas tant sur ce sport car, on se le rappelle, pour les Américains, le football, ça se joue avec 4 essais et beaucoup trop de règlements. Mais la FIFA est confiante et met comme condition aux États-Unis d'avoir en place une ligue professionnelle de Division 1 d'ici la Coupe du Monde. C'est ainsi que fut créée la MLS, hein? Faut bien commencer en quelque part, même si c'est avec un petit coup de pied dans le derrière. Les Américains ont tout de même ajouté leur grain de sel en tant que maître du divertissement en révolutionnant la couverture télévisuelle d'un match en ajoutant le temps de jeu à l'écran ainsi que le score, commandité bien évidemment. Et c'est face à ce succès que la FIFA décide de s'étendre encore plus à l'international. Bon, le mondial avait déjà été accordé à la France pour une édition de 1998, mais on se dirige pour la première fois en Asie, pour une Coupe du Monde conjointe entre la Corée du Sud et le Japon. On note aussi la seule apparition de la Chine qui, petit scoop, a un plan quinquennal x10 pour devenir une puissance mondiale du soccer en 2050. Un objectif autant réaliste que nos sites d'émissions de gaz à effet de serre. Puis 2006 en Allemagne et 2010, on va enfin en Afrique où l'Afrique du Sud accueille la compétition, qui veut montrer à quel point le pays a évolué de son passé raciste, qu'il est prêt à devenir un grand pays, hein? Utiliser le sport pour légitimer sa grande nation, encore une fois. La Coupe du Monde se dirige ensuite au Brésil en 2014 et les 2 Coupes du Monde suivantes sont attribuées dans la même séance à la Russie pour 2018 et le Qatar pour 2022 et scandale! Certains membres qui ont voté pour la désignation du pays hôte ont reçu des pots de vin pour s'assurer du vote pour la Russie et ou le Qatar. C'était quand même fréquent avant aussi, mais là, ils se sont fait pogner parce qu'on peut plus rien faire de nos jours. Et le fait qu'on donne ça au Qatar, un pays avec 0 histoire de foot ou de grand stade, ça fait aucun sens, mais on en reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Le fameux sport washing frappe encore de manière encore plus évidente ici.
Plus on avance dans le temps, moins de pays s'offrent pour s'organiser de la Coupe du Monde vu que ses coûts ne cessent d'augmenter, passant de 14,2 milliards de dollars pour la Russie à 220 milliards pour le Qatar. Voilà pourquoi on va avoir de plus en plus de pays s'associer ensemble, comme la Coupe du Monde de 2026 avec l'association des États-Unis avec le Mexique et le Canada. À quoi qu'on peut s'attendre pour le futur? La prochaine Coupe du Monde à être désignée est pour 2030, pile poil pour les 100 ans de la première édition. Plusieurs candidatures sont déjà avancées, le Maroc, un groupe formé de l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay et le Chili, un autre groupe avec l'Espagne, le Portugal et l'Ukraine, et un dernier groupe intercontinent composé de l'Égypte, la Grèce et l'Arabie Saoudite. Ouais, bonne chance avec celle-là. D'après moi, ça s'en va en Amérique du Sud cette édition-là. Et pour 2034, c'est dans trop longtemps, mais pour la forme, le Nigeria, l'Égypte, le Zimbabwe, l'Australie et la Chine, avec son plan quinquennal x10, pensent déposer une candidature, ainsi qu'un autre super groupe avec l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Bon, moi, je pense que ça en va en Australie, celle-là, pour faire la première coupe en Océanie, puis youpi. Donc, somme toute, 8 des 79 pays différents à avoir participé à la Coupe du Monde l'ont gagné, provenant tous de l'Europe ou de l'Amérique du Sud. On note aussi qu'il y a eu seulement 2 finales sans club européen, ainsi que seulement 3 clubs hors de l'Europe et de l'Amérique du Sud à terminer dans le top 4, soit les États-Unis, la Turquie et la Corée du Sud, tous deux en 2002. Il y a aussi la Russie, mais ça dépend de comment ils se sentent. Le Mexique est définitivement le plus grand loser du mondial, avec 16 qualifications sans être champion, cumulant le plus de défaites avec 25. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est l'Italie qui a fait le plus de matchs nuls. Oui, je sais, avec 21, et on va tous vous les nommer, drette là. 1934, 1-1 contre l'Espagne. 1962, 0-0 contre l'Allemagne de l'Ouest. 1970, 0-0 contre l'Uruguay et l'Israël, lol. 1974, 1-1 contre l'Argentine. 1978, 0-0 contre l'Allemagne de l'Ouest encore. 1982, 0-0 contre la Pologne, puis 1-1 contre le Pérou et le Cameroun. 1986, 1-1 contre la Bulgarie et l'Argentine. 1990, 1-1 contre encore l'Argentine. 1994, 1-1 contre le Mexique et 0-0 contre le Brésil. 1998, 2-2 contre le Chili et 0-0 contre la France. 2002, un autre 1-1 contre le Mexique. 2006, 1-1 contre les États-Unis et la France. 2010, 1-1 contre le Paraguay et la Nouvelle-Zélande. Voilà ce que vous aviez à savoir sur la Coupe du Monde. Maintenant, vous êtes fin prêt à épater votre gang d'amis durant les watch parties à 4h du matin. Mais un mystère demeure que j'ai habilement esquivé précédemment. Pourquoi diantre y a-t-il une Coupe du Monde au Qatar? Il y a trop une odeur de complot. Et qui dit complot, dit Charles Divert qui n'est pas loin pour nous dévoiler la vérité derrière les mensonges. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divert et bienvenue au Jeu truqué. Le 2 décembre 2010 à Zurich, le comité exécutif de la FIFA annonce, suite au vote du comité, le lieu des 2 prochaines Coupes du Monde. La Russie en 2018 et étrangement le Qatar en 2022. Plusieurs scandales de corruption ont éclaté suite à ces résultats et une multitude de controverses ont été soulevées face à l'obtention de la Coupe du Monde au Qatar. Les mauvaises langues diront que cela n'a aucun sens qu'un pays désertique, sans grande historique de soccer, va accueillir l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Mais pourquoi le Qatar a proposé sa candidature en premier lieu? Pour bien comprendre la situation, il nous faut d'abord la comprendre. To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Péninsule importante du golfe Persique, le Qatar est un pays ayant fait fortune dans l'exploitation pétrolière. Malgré son grand pouvoir économique et ses investissements dans les grands clubs de soccer européens, le Qatar ne possède pas véritablement une culture de soccer à proprement dit. L'équipe nationale du pays ne s'étant jamais qualifiée pour la Coupe du Monde, il est donc étonnant que le comité de la FIFA ait choisi ce petit État avec un dossier de candidature rempli de problèmes. Le professeur en sciences sportives à l'Université d'Ottawa, Paul Tandignassi, nous explique les problèmes. La candidature du Qatar pose un problème dans le sens que le pays possédait qu'un seul stade pouvant accueillir les matchs de la Coupe du Monde.
Le pays doit aussi construire 11 nouveaux stades ayant comme capacité de 40 à 80 000 personnes. De plus, il fait aux alentours de 45 degrés l'été, ce qui a obligé la FIFA à bouger la Coupe du Monde de juin à novembre, ce qui entre en conflit avec les plus grandes ligues de football au monde. De plus, les droits de l'homme et de la femme dans ce pays sont plutôt limités. En additionnant tout cela, on voit mal comment un si petit pays sans historique de football ait pu obtenir la Coupe du Monde. L'absurdité d'une Coupe du Monde au Qatar est accentuée lorsqu'on la compare avec le pays le plus petit ayant accueilli la Coupe du Monde précédemment, soit la Suisse. En 1954, la Suisse reçoit les 26 matchs disputés entre 16 pays. Elle n'a construit qu'un seul stade et rénové 3 existants sur les 6 stades de la compétition. Si on compare avec le Qatar, qui est d'ailleurs 4 fois plus petit que la Suisse en superficie, on comptait accueillir les 64 matchs disputés entre les 32 pays dans 12 stades, diminués ultérieurement à 8 stades. Dans tous ces stades, un seul est déjà construit. Il ne faut pas oublier la construction d'hôtels, de transports en commun efficaces, d'autoroutes, de centres d'entraînement pour les équipes, ainsi que l'air climatisé vu la température élevée de ce pays. Les estimations du budget pour cette Coupe du Monde s'élèvent donc à plus de 220 milliards de dollars. À titre comparatif, la Coupe du Monde la plus coûteuse a eu lieu en Russie. Son budget, 14 milliards. Devant tant d'incongruités face à l'élection du Qatar, plusieurs enquêtes ont vu le jour pour mettre la lumière sur cette nébuleuse Coupe du Monde. Parmi celles-ci, une enquête du FBI avait comme objectif de lever le voile sur la possible corruption du vote du comité de la FIFA par le Qatar. Pour ce faire, il devait remonter à la source pour savoir qu'est-ce qui a initié le projet de Coupe du Monde. Le FBI découvrit alors qu'un conseiller près de la famille royale du Qatar serait à l'origine du projet. Malheureusement, le FBI n'a pas rendu public son rapport d'enquête, mais cela nous rapproche d'une réponse. Régnant au moment de l'obtention de la Coupe du Monde, le 7e émir du Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, contrôle presque tout dans son émirat. Serait-il donc à l'origine du projet de la Coupe du Monde? Cette possibilité semble peu vraisemblable, puisque l'émir Hamad n'aurait jamais dépensé une telle somme pour cet événement, préférant investir dans l'achat d'équipes sportives ou d'entreprises de divertissement. Cela semble nous laisser dans le mystère. Toutefois, un journaliste, Salah Al-Qassim, aurait découvert la vérité quant à l'origine du projet. Dans un de ses derniers articles avant sa mystérieuse disparition, Salah El-Qassim aurait recueilli les confidences d'un des proches de la famille royale relatant une discussion entre l'émir et l'un de ses conseillers. Voici une reconstitution de cette discussion. Les voix des acteurs sont interprétées par des comédiens. Ah, il y a trop de personnes ici qui ne servent à rien. Je dois m'occuper du monde pour faire plus d'argent. Hassan! Oui, grand émir, que puis-je faire pour vous? Il y a trop de monde ici. Alors, Coupe du Monde, foute-moi ça tout d'or. Qu'est-ce que vous dites? Coupe du Monde, Yédi. Ok. Comme vous voulez, chic. Aïe, comment on va faire une Coupe du Monde? Il y a juste du sable et des chameaux ici. Ainsi, le projet de la Coupe du Monde au Qatar serait né d'un malentendu entre l'émir Hamad, qui voulait simplement diminuer son personnel en coupant du monde, et son conseiller Hassan, qui a cru comprendre que l'émir voulait organiser la Coupe du Monde de football au Qatar. Évidemment, arrêter le processus de candidature aurait été néfaste pour l'image de puissance que l'on se fait du Qatar. Voilà donc pourquoi le pays organise la Coupe du Monde, même si, en tant que tel, il n'est pas apte à en recevoir une. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qui semble paraître. Et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divers qui vous dit au prochain mystère. Ici, au Match Nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match Nul, la Mais balado. ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. J'ai parlé de quelque chose tantôt, puis pendant on parlait de la Coupe du Monde, puis je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de réaborder ce sujet-là pendant le Canadien en 5 minutes. C'est-à-dire, tout le côté identitaire au Québec, il va pas très bien,
Puis ça serait lié parce que le Canadien est pourri depuis 20 ans. Là, vous allez me dire, ça n'a pas rapport, là, le sport n'est pas lié à la culture, à l'identité d'une nation. Mais je sais pas, on regarde vite, OK? Mettons, la dernière Coupe Stanley des Canadiens, c'est quand? 1993, hein? Ça fait un petit bout, on sait, mais on n'est pas là pour chialer là-dessus. Et niveau au Québec, qu'est-ce qui se passait dans ces années-là? On se préparait pour un référendum. En fait, presque un référendum, mais ça s'en vient. 1995, on a notre référendum le 30 octobre 1995, que évidemment, on a perdu, on n'est pas un pays. Mais juste avant ça, il y a le départ des Nordiques qui est arrivé. Là, vous allez me dire, je parle encore des Nordiques. Oui, mais là, c'est un petit peu important parce que les Nordiques étaient là, puis ils faisaient la compétition avec les Canadiens pour faire, c'est qui, l'équipe du Québec, dans le fond. Là, eux sont partis. Et qu'est-ce qui est arrivé après l'échec référendaire? Ils ont échangé le dernier grand joueur du Canadien de Montréal, c'est-à-dire Patrick Roy, le 6 décembre 1995, au Nordique, devenu l'Avalanche. C'est quand même drôle, en tout cas, bref. C'est quand même drôle, on va y revenir maintenant de ça. Et on a aussi un échange de notre dernier capitaine, pourrais-je dire, francophone québécois, c'est-à-dire Danfous en 1998. Et c'est ici qu'on a nommé le premier capitaine non canadien, hein, qui vient pas du Canada, Saku Koivu, puis ça a pris jusqu'en 2018 pour qu'on ait un nouveau Canadien qui soit le capitaine du Canadien. Je sais pas que vous me suivez un peu, mais on commence à s'éloigner un peu. Hein? Puis si on regarde, mettons, l'historique de la vie, hein, de l'historique du Canadien, sur 66 ans sur les 113 d'existence de l'équipe, on a eu un capitaine québécois. Hein? Puis là, ça fait depuis 1998 qu'on n'en a pas. Là, je dis pas que Nick Suzuki, il faudrait qu'il soit québécois. Non, c'est pas ça que je dis. On est en train d'analyser de pourquoi l'identité, ça va mal au Québec. Hein? Et 20 des 24 Coupes Stanley des Canadiens avaient un Québécois comme capitaine aussi. Hein? Ça fait un bout. Puis là, on sait qu'on a eu des difficultés de Canadiens dans le début des années 2000. Hein? C'est le marketing avec les célébrations du centenaire où est-ce qu'on a retiré plein de chandails de les grands du passé, là, parce qu'on se basait sur l'ancienne identité du Canadien pour aller chercher le monde. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que depuis ce temps-là, au Québec, on a eu des problèmes avec la commission Charbonneau, on a eu des problèmes avec la langue en ce moment, le Bonjour Hey, Montréal qui s'est... comment je pourrais dire, là, je veux pas faire ma radio poubelle, là, mais Montréal qui est en train de devenir un pays dans un pays dans un pays, est en train de devenir différent. T'sais, ils sont pas pareils comme le Canada, mais ils sont pas pareils comme le Québec, puis c'est ça, là, en tout cas. C'est des grands enjeux un petit peu trop complexes à débattre ici, mais le point est que les Canadiens de Montréal, on pourrait se demander, jouent-ils un rôle important dans l'identité du Québec? Et c'est là la question que je vous pose. Là. Je vais ouvrir les lignes ouvertes. Non, c'est pas vrai. Je peux pas faire de lignes ouvertes. Mais c'est quand même une question. Je vais vous inviter à penser par vous-même. Hein, parce que on dit justement que l'identité, c'est un problème en ce moment. Je veux dire, on sait plus. Le Parti québécois, le Bloc québécois aussi, ça va pas très bien. On veut régler les problèmes qu'on a avec la laïcité, mais en même temps, on veut pas les régler. Il y a plein de choses qui brettent. Hein? Il y a un tunnel qui est à construire, puis on va bretter encore pour le construire, à l'allongement du métro, d'autres affaires. On a l'impression que... Attends, comment je pourrais dire tout simplement? On sait pas vraiment où est-ce que le Québec s'en va. C'est aussi logique que ça. Quand il y avait des projets de souveraineté, tu le savais au moins. Puis, on va dire aussi, même quand t'en avais pas, tu le savais parce qu'il y avait des projets de société. Mais là, en ce moment, il y en a pas. On sait pas où ça s'en va. Puis le Canadien, on a l'impression qu'on sait que ça s'en va quelque part avec les jeunes, mais en même temps, là, il reste à voir si ça va marcher. Mais bon. Donc voilà, c'était mes réflexions là-dessus. C'était pas très cohérent. On va s'avouer que c'était juste pour remplir un 5 minutes du podcast en parlant du Canadien. Hein. C'était juste mercantile tout simplement. Là, vous le savez. De Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. C'est temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, ok. Les Nordiques, envoie-moi 1 minute. Hey, c'est vrai, hein, quand l'autre parlait là, des Canadiens, là, les Nordiques, là, ils sont partis en 95 puis ils ont gagné la coupe l'année d'après. C'est pas la pire injustice, hein. On prépare un gros club pour ensuite qu'il aille gagner ailleurs. Ça, là, en tout cas, on devrait faire un documentaire là-dessus, gang. Je me promenais sur Instagram l'autre jour, puis je suis tombé sur la page d'un vieux monsieur qui a l'air d'un influenceur et
qui faisait plein de stories. Donc, moi, j'ai profité de l'occasion pour remplir du contenu facilement. Ben, j'ai enregistré ces stories, puis je vous fais entendre ça à l'instant. Ebenezer, le plus vieux influenceur. Yo, what's up la gang? Toujours votre bon vieux Ebenezer, fidèle au poste. Aujourd'hui, on s'en va au stade Molson pour le match entre les Alouettes et les Eskimos d'Edmonton. Allons-y. Qui c'est qui a eu l'idée de mettre un stade en haut d'une montagne? Hey, vous, vieil homme, cherchez-vous une paire de billets? Ben oui, toi, je monterai une pente pour aller au stade sans billets. T'es-tu drôle, toi? De toute façon, tu vas mourir avant de te rendre au match, boomer. Oh mon tabarnak! WT, WG! On a une belle vue d'ici, la gang! Oh, il y a une petite madame à ma place! Hey, vous là, c'est ma place! Oh non, non, habla français. Get out of here! We don't want you here! Ok, signor. Au moins ma place est chaude, hein? Ça va être bon pour mes hémorroïdes! Il va-tu l'avouer? Il va-tu l'avouer? Yeah! Let's go! Dans votre face, les Eskimos! Je suis tellement content que je vais célébrer avec un inconnu! Aïe, aïe, pas de pin sur l'épaule me fait mal. Bon, c'est là de casser la croûte, gang! Oh, un partisan des Eskimos! On va le roaster un peu! Hey, ton équipe, là, les Eskimos, c'est pas les pingouins qui pissent le plus loin! C'est les Elks que maintenant arrivent en 2022, vieux toi. Dans mon temps, jeune gueux, c'était les Eskimos, pis c'est pas vrai que je vais apprendre un nouveau nom d'équipe! C'est le moment que vous attendiez tous, mon rating de dog de stade! Alors, on va commencer par le... C'est Ebenezer! Oh my god, je capote! Hein? T'as-tu pris la poutine dans le casque? Hein? La poutine dans le casque? Non, j'ai pas de casque, moi! T'as pas de casque? Oui, j'ai un podcast! Fait que t'as un casque? Non, j'en ai pas de casque! Mais là, t'as un casque ou t'as pas de casque? J'ai pas de casque, mais j'ai un podcast! Fait que t'as un casque! Chris, tu vois pas, j'ai pas de casque! C'est toi qui me dis que t'as un casque? Non, j'ai un podcast, mais je n'ai pas de casque! Oh, ok. Pis c'est quoi le nom de ton podcast? Jouez pas de casque! Hey la gang, je vais remercier notre commanditaire aujourd'hui. Stockage nuage gagné, fils. Si vous cherchez l'espace numérique pour les mêmes fichiers que vous téléchargez 14 fois, Stockage nuage gagné, fils, c'est la solution pour vous. Bon, je finis de tirer une petite pisse et on retourne à la gang, gang. Monsieur l'agent peut donner une pin sur l'épaule. Monsieur, venez avec nous. Non, mais j'ai le droit de célébrer, là, c'est pas une dictature ici. Ouais, mais votre pin m'a fait mal, pis j'aime pas ça, moi, avoir mal. C'est tout de même, les jeunes. Et passez où votre colonne? Monsieur, cessez de filmer et remettez votre pantalon. Je connais mes droits. Fuck the police, bro! Yo, what's up la gang? En direct de la prison du poste de police avec les gendarmes pis tout là, on se croirait en district 31. L'ambiance dans la cellule est sans coche en tout cas. Hey, t'enfermes-tu ta gueule? Petite update la gang, je me suis fait un nouveau body en prison, Fabrice. Oui. Qui est ici pour s'être fait passer pour un chirurgien. J'ai vendu le rein sur Etsy. Pis il y a un plan pour nous faire sortir du site. Pas le choix, faut que je le ship au Liechtenstein avant jeudi. Donc, là, le plan de Fabrice, c'est de partir une émeute dans la prison. Ouais, on est juste 3 dans la cellule. Et de profiter du chaos pour s'évader. Je suis prêt, Fabrice. Bouge pas, Enrico. Ouch! Direct sur mon piercing de mamelon, c'est pas cool, ça. Hey, Fabrice, peux-tu le refaire? Je l'ai manqué. Bon, la gang, le plan, il a échoué. Ça a l'air que les policiers regardent mes stories et ont compris que c'était une ruse, notre émeute. Ben, je profite de l'occasion pour les saluer. D'ailleurs, si vous voulez un conseil de ma part pour comment faire votre job, faites jamais confiance aux personnes avec des hoodies, hein. C'est toutes des petits bums. Hey, y'a-tu quelqu'un qui va lui enlever son esti de téléphone? Votre poche sent trop après des efforts physiques? Utilisez le Poche Washer Ultra Slim pour revigorer votre entrejambe. Passez seulement une fois le produit sur vos testicules. Oh, excusez-moi, j'ai laissé l'enregistrement de mon Instagram rouler trop longtemps. Hein. Je voulais pas vous polluer vos oreilles avec une autre pub. Hein. Donc, c'est tout pour l'épisode 91 de Match Nul. Hein. Merci encore à Bonaqua de nous aider dans cette grande aventure qu'est le monde du podcast. On est en train de vous préparer une petite surprise pour le temps des fêtes. Hein. Non, c'est pas un nouvel épisode de la légende de Wong Fei-Hung. Hein. J'ai pas encore trouvé du temps pour ça. Mais vous allez apprécier ou pas. En tout cas, ça va être divertissant, je vous le promets. On se revoit donc le mois prochain pour un autre épisode de Match Nul.